fier d'annoncer que ce budget est un budget équilibré. Le budget donne de l'aide à ceux qui n'en ont pas de besoin. On oublie les gens qui ont contribué à l'atteinte du déficit zéro. C'est un budget qui manque l'inspiration. Il en a beaucoup. Avoir des milliards pour les mieux nantis de notre société et des miettes pour la classe moyenne. Alors, retour sur ce budget qui donne vraiment le coup d'envoi de la campagne électorale. Un budget, on l'a dit, équilibré pour la première fois en 8 ans. Est-ce la clé pour que le gouvernement conservateur garde le pouvoir? Tasha, Daniel et Michel sont là. Daniel est à Ottawa, Tasha à Toronto, Michel à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le gouvernement a voulu faire plaisir à un peu tout le monde dans ce budget. Daniel, qu'est-ce que vous en retenez, vous? Écoutez, c'est un fourre-tout électoral très bien agencé par le gouvernement Harper. Des gens disaient cet après-midi, c'est un budget pour 35 à 40 de la population. C'est ce que le gouvernement Harper a besoin pour gagner la prochaine élection. Écoutez, vous ne trouverez pas dans ce budget de grande direction à donner à l'économie canadienne au cours des années. Vous ne trouverez pas là-dedans une grande vision de ce que devrait être l'économie du Canada. Ce que vous allez trouver là-dedans, c'est un programme électoral. Le premier ministre Harper et son ministre des Finances ont raclé le fond de tous les tiroirs, ont trouvé toutes les selles noires qui traînaient un peu partout pour équilibrer leur budget. Mais bon, Stephen Harper a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire s'arranger pour gagner les prochaines élections, ce que tout premier ministre à sa place aurait fait aussi. Quand même des mesures, Tasha, pour les aînés, pour les aidants naturels. C'est pas un visage auquel M. Harper nous avait tellement habitués? Bien, c'est les promesses tenues saupoudrées de compassion. M. Harper a un cœur et on le voit. Écoutez, c'est non seulement les aînés, il y a 2 millions de dollars pour le commencement d'une stratégie sur l'autisme. Il y a le fameux CELI qui n'aide pas seulement les aînés, mais tous qui sont proches de la retraite. Et c'est ça qui est clé. C'est une grande tranche de la population qui peut-être n'est pas très, très bien nantie, mais espère l'être. Et c'est dans ce sens-là, les conservateurs ont vraiment bien ciblé leur vote. Ils ont aussi ciblé les petites entreprises avec des coupures d'impôts, ce que l'NPD aimerait faire, l'infrastructure comme les libéraux. Ils touchent un peu les électeurs des deux camps aussi pour les tenter de venir aux conservateurs. Donc, il ratisse assez large, en fait. Michel, avec la chute des prix du pétrole, on savait que les revenus seraient moins élevés. Et pourtant, M. Oliver a tout de même tenu à atteindre l'équilibre budgétaire. Est-ce que c'était incontournable? Bien, d'un point de vue conservateur, politiquement parlant, ça l'était de toute évidence. M. Oliver a violé à peu près tous les principes de prudence que les conservateurs avaient invoqués dans les années passées. La fameuse réserve qui était indispensable l'a complètement dilapidée. Ses prévisions de croissance sont beaucoup moins conservatrices que ce à quoi M. Flaherty nous avait habitués. Donc, ils se sont dit, c'est une promesse, le retour à l'équilibre qu'on ne peut pas briser. Et je comprends, c'est un peu comme au Québec, d'ailleurs. On ne peut pas dire pendant des années, c'est effrayant, il faut absolument revenir au déficit zéro, puis à la dernière minute, dire, bien, écoutez, finalement, c'est pas si important. Alors, politiquement, oui, ça l'était. Est-ce que c'était souhaitable pour le Canada? Ça, c'est une autre question. Vous savez, 2 milliards de plus ou de moins sur un budget de 300 milliards, ça n'aurait pas empêché la tête de tourner, ça n'aurait pas effarouché les agences de notation et ça aurait peut-être donné un petit coup de pouce à l'économie canadienne au moment où elle en a besoin. Alors, M. Harper a décidé que son intérêt politique était le plus important. Bien, c'est pas seulement son intérêt politique. Écoute, oui, c'est sûr que ce serait une promesse brisée, mais aussi le fait que le Canada est un des pays économiquement qui s'est le plus mieux tiré de la récession de 2008. Et le signal qui est envoyé au marché dans un moment où, effectivement, on a des problèmes à cause de la chute du prix du pétrole, c'est que les finances sont équilibrées, le gouvernement fait son travail. Et c'est un important signal aussi aux bourses. Mais c'est précisément parce que ça va tellement mieux qu'ailleurs qu'un an de plus ou de moins, ça n'aurait pas fait une grosse différence. Ça aurait fait une différence aux urnes, certainement. Oui. Aux urnes. Mais les mesures qui touchent directement les contribuables, donc elles entrent en vigueur, certaines dès maintenant, d'autres, le chèque va arriver au mois de juillet. Mais les autres mesures, comme les grosses mesures, là, comme les investissements en infrastructure, pour la sécurité, c'est seulement en 2017, ça, Daniel? Oui, certains diront l'ingéniosité de ce budget, d'autres diront cette espèce d'hypocrisie. On donne l'impression qu'on va dépenser beaucoup d'argent
l'argent dans beaucoup de domaines. Les transports urbains, par exemple, 1 milliard par année garanti, sauf que ça commence dans 2 ans. Le ministre des Finances de l'Ontario, cet après-midi, était furieux en disant qu'on se moque d'eux, que le gouvernement fédéral n'a rien compris, qu'il ne comprend rien aux besoins en transport des grandes villes. Il est furieux aussi parce que le gouvernement fédéral ne comprend rien au problème de santé qui est celui des provinces, qui va en grandissant. Les choses ne vont pas s'améliorer. Il n'y a rien de prévu de ce côté-là. Je vous donne juste l'exemple de la défense. On parle de quoi? 10 ou 11 milliards au cours des 10 prochaines années. Oui. L'an prochain, il y a 0 $ de prévu. Dans 2 ans, il y a 0 $ de prévu. Et dans 3 ans, 168 millions de dollars de prévu. Il y a des bateaux Alors, vous à pouvez acheter. voir que c'est à progression très, 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 très lente. Mais c'est parce habile. que, justement, c'est la même stratégie qu'ils ont fait en 2011. Pendant la campagne, ils ont simplement promis les crédits d'impôt pour les familles, le partage du revenu une fois le budget équilibré, et ça a pris 4 ans. Alors, c'est dans leur habitude de faire ces promesses, les mettre dans la vitrine et les faire dans plusieurs années. Et si la population n'aime pas ça, qu'ils votent pour des adversaires, mais je pense pas, avec la situation, qu'ils avaient le choix. Ils n'auraient pas équilibré le budget s'ils auraient financé ces projets-là immédiatement. Et j'oubliais aussi, si vous me permettez rapidement, il y a une très bonne nouvelle pour Radio-Canada. Il y a 5 843 $ de plus dans le prochain budget. J'ai bien dit 5 000. Je sens un peu d'ironie dans votre propos, Daniel. Non, je suis très sérieux. Absolument pas d'ironie. Bon, Michel, ça laisse quand même une marge de manœuvre, Emmanuel, vous en parlait tout à l'heure, bien mince là, pour l'opposition. Comment contrer des mesures qui vont quand même être populaires auprès de la population? Oui, ça va être un problème très certainement pour l'opposition. Déjà, M. Mulcair nous a dit que dans son cas, il n'était absolument pas question de revenir à un déficit. Donc, il va être obligé de composer avec cette marge de manœuvre-là qui est très étroite. Dans le cas de M. Mulcair, lui, a laissé une porte ouverte, mais M. Trudeau a été très, très strict là-dessus, très ferme. Mais quand même, M. Trudeau devra mettre quelque chose sur la table, mais ça, on le dit depuis des années, pas simplement sur la question budgétaire, mais il a aussi très, très clairement dit qu'il éliminerait toute l'histoire du fractionnement du revenu. Ça dégage quand même un certain nombre de milliards que M. Trudeau va pouvoir appliquer ailleurs. Probablement une autre mesure fiscale, mais qui ratisserait beaucoup plus large et qui s'adresserait pas seulement à des gens favorisés. Je ne pense pas qu'il aille dans une direction aussi interventionniste que, par exemple, la création d'un réseau de garderies comme M. Mulcair le propose. Mais il est clair que la marge de l'opposition est rétrécie d'autant, celle du gouvernement d'ailleurs aussi. Au hockey, vous êtes tous les trois des grands amateurs de hockey. Au hockey, on appelle ça jouer la trappe. C'est-à-dire que vous étouffez l'adversaire complètement. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et à la fin de la partie, c'est le gouvernement conservateur qui va compter le but vainqueur. Mais c'est ça la stratégie, je dirais, des conservateurs en général. C'est sûr qu'ils ne se comportent pas comme un parti qui est en faveur du petit gouvernement. Dans les médias, ils donnent de l'argent ici et là. Mais dans le long terme, ils vont restreindre la capacité fiscale du gouvernement parce qu'ils ont baissé la TPS, ils ont augmenté le CELI, ils ont fait les autres mesures comme avec les aînés qui vont réduire les impôts qui vont revenir au gouvernement, ce qui empêcherait des gouvernements futurs de faire de très grands programmes sans augmenter les impôts. Mais est-ce que l'opposition, quand même, elle est prise de court avec tout ça? Alors, comment ça va jouer? Comment le message des conservateurs va passer dans la population? C'est un message plus clair, peut-être, que celui de l'opposition? Bien, écoutez, à partir de maintenant, il va y avoir un programme de publicité de 7 millions de dollars. Où est-ce que vous allez voir cette publicité-là? Sur le budget, sur tous les bons coups du gouvernement conservateur, sur ses gestes à l'international, pendant les séries éliminatoires de hockey. Grosse population qui écoute, plein de monde à l'écoute, etc. Et à partir du 1er juillet, les gens vont recevoir leur premier chèque à allocation familiale en particulier. Bref, la campagne électorale est commencée. Le 1er juillet, avec le premier chèque, elle va doubler de vitesse. Et puis, on est parti pour la gloire jusqu'au 16 octobre. Oui, sur le fractionnement du revenu, ça commence là en ce moment, Exactement. pendant que les gens font leur rapport d'impôt. Tacha? Oui, ça commence là et M. Trudeau a déjà dit qu'il changerait ça, il l'éliminerait, ainsi que le CELI. Il a dit ça aujourd'hui, l'augmentation. Alors, ça met l'opposition un peu en position de grincheux parce que s'il commence à retirer les bénéfices auxquels la population devient habituée, les gens vont être très fâchés. Alors, ça fait des choix très difficiles pour et les libéraux et le NPD. Mais est-ce que ça clarifie pas quand même le message de chacun des partis, Michel? Bien, ça clarifie surtout celui des conservateurs. Ça, il est clair que tout le monde sait maintenant où il loge. Et ça rejoint, on le disait en début, de 35 à 40 % de l'électorat. C'est parfait. C'est tout ce que visent les conservateurs. Et si, par ailleurs, les libéraux
et les néo-démocrates commencent à chicaner pour savoir lequel est le plus progressiste puis lequel est le moins. Puis c'est parfait pour les conservateurs, ça. Tant que les libéraux et les néo-démocrates se chicanent pour la même clientèle, M. Harper passe entre les deux et peut très bien peut espérer non seulement être élu, mais possiblement même avec une majorité. Le mot de la fin, Tasha. Bien, c'est cette majorité-là, parce qu'on a vu un sondage qui est sorti aujourd'hui qui démontre que s'il n'y a pas une majorité, qu'une majorité de Canadiens serait en faveur d'une coalition. Alors, c'est certainement cette majorité-là qui est visée par ce budget. Intéressant. Ben, merci beaucoup à vous trois pour ce panel exceptionnel à mardi, mais budget oblige. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain. Au revoir. Merci. Bonsoir.